Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Happy birthday to you. Happy birthday. J'adore. Vous saviez que c'était mon anniversaire? Non. Autant, je ne dis jamais rien. Autant quand c'est le 16 septembre, it's my day. Et voilà. Yes, bravo. Et je crois. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Cécile. Que j'ai saoulé les gens depuis ce matin. Et alors, il est arrivé une chose dingue. Je tenais, c'est pour vous. Oh, Je vais pour vous acheter des chocolats et le chocolatier me dit « Oh, les vraies voix ». Je dis non. Il me dit « Si, je vous écoute ». Je dis « C'est l'anniversaire de Cécile de Ménibus. Je viens lui acheter des chocolats ». Du coup, vous les avez pas Alors, payés. il s'appelle... Si, quand même. Ah bon. Il s'appelle... il m'a fait goûter, par contre, ils sont excellents. Alors, il s'appelle Georges. Il est chocolatier à Boulogne. C'est un auditeur fidèle. Ça a été la grande surprise. Et il vous souhaite un bon anniversaire et il vous embrasse. Eh ben, merci beaucoup Philippe, et j'en profite pour souhaiter l'anniversaire de tous ceux qui sont nés, bien entendu, ce jour qui m'appartient. Quel jour glorieux. J'accepte de Oh partager là là, vous avec êtes vous. nés sous le signe de la Vierge. Ça s'appelle Folle. La Vierge Vierge folle. folle, Vierge Bien sûr. sage. Non, mais ce qui est Terrible, fou, c'est que ce terrible. jour ne soit pas jour férié. Je comprends même pas. Oh, ça y est. Allez, la flagornerie. Il est 17h05, ça commence comme ça la semaine. Moi, je peux pas. Je Non, mais crois je te dis tout de suite, je peux pas. Bah, écoutez, crois la qu'il portée est de- Mais là, remboursé. j'allais vous le dire. Non, mais je crois qu'il est remboursé par la sécurité sociale. Ah, il est remboursé. Oui, Philippe David. je crois. Ouais. Alors, je tiens à m'excuser à pas mal de gens parce que j'ai voulu faire une petite blague ce matin à un de mes amis et j'ai reçu plein de messages et j'ai mis à la place de nom, j'ai mis Joe Biden, Christine Lagarde, machin. Sauf que maintenant, je ne sais plus qui sont ces gens. Oui, Je, je ne suis sais d'accord avec je ne sais plus à qui appartient le numéro puisque Oui. j'ai changé le nom. Oui, moi, j'ai fait ça à une époque Donc, avec les politiques. je vais envoyer des pardon c'est qui et ça se trouve Super. dedans il y a ma mère parce que je ne connais pas son numéro. Mais voilà, c'est ça. Vous allez même voir, pardon, qui c'est qui l'a dit. C'est exactement ça. Quel En humour tout cas, vous merci avez, beaucoup. tranchant, Merci. drôle, relevé. Vous pourriez pas faire un effort pour le jour d'anniversaire de Cécile, sérieux? Bah non, parce que vous comprendriez pas. Ah oui, Et bien vous sûr, pourriez c'est pas ça. faire un effort de me laisser parler le jour de mon Ah anniversaire. oui, allez-y, c'est vrai. c'est vrai. Allez, les amis, en tout cas, merci en tout Excellent. cas pour tous ces moments de bonheur et ces petits messages. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, ce sera à 17h30. Il y a deux gauches en France, explique François Hollande. L'ancien président socialiste s'oppose à une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Ce week-end, à la fête de l'humanité, la France insoumise a également créé des divergences avec l'un de ses anciens compagnons de route, François Ruffin. Alors parlons vrai. Est-ce que les dissensions à la fête de l'UMA n'ont pas prouvé que le nouveau Front Populaire était incapable de gouverner ensemble? Est-ce que les deux gauches sont définitivement irréconciliables? Et à cette question, si les gauches ne s'entendent pas, c'est un problème. Vous dites à 68% d'égaux, à 21% de ligne politique et à 11% d'incarnation. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300 et elle incarne parfaitement le standard de Sud Radio. Ah, c'est agréable, c'est bien. C'est Et bien. à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, une nouvelle tentative d'assassinat présumé contre Donald Trump. Le FBI ouvre donc une enquête après l'arrestation d'un homme hier. Le suspect, muni d'un fusil d'assaut, se trouvait donc près du golf où jouait l'ancien président. Il a pu être arrêté avant de passer à l'acte. Le camp démocrate dénonce la violence politique. Alors parlons vrai, craignez-vous d'autres tentatives d'assassinat contre Trump? On est quand même à la seconde en 2 mois. Y a-t-il une haine anti-Trump portée à son paroxysme outre-Atlantique? Et à cette question, la seconde tentative d'assassinat contre Trump peut-elle faire basculer la campagne en sa faveur? Vous dites oui à 68%, vous voulez réagir encore et toujours le 0826 300 300. Et Pierre Ourcade avec nous, avocat international au barreau de Paris, New York et de Californie. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix avec nos éditorialistes du jour jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger était avec nous, famous Philippe Bilger. Ravi d'être là. Vous vous êtes fait beau pour moi, Philippe, je l'ai vu. Vous avez j'ai choisi cette essayé. petite chemise blanche que j'affectionne J'ai particulièrement. essayé, ma Ouais, chère ouais, Cécile, ouais, mais ouais. j'ai du mal quand même. Et Me vous- faire beau, j'ai tenté de m'approcher. Vous n'en avez pas besoin. Et vous avez détaché un petit bouton pour qu'on voit un petit peu le début de votre torse. C'est beau, Oui, c'est beau. Mais non, C'est non, charmant. mais qu'est-ce que vous avez? Vous devenez fou. Mais c'est pas du tout, c'est boutonné comme un curé. Oui, des oui, boutons trop un peu, absolument. Philippe Bilger. Non, mais d'habitude, il y a une cravate
cravate. Vous avez vu que moi j'ai mis mon foulard, mon petit foulard italien, aux couleurs de votre âme. Regardez, c'est beau. Magnifique. Non, c'est beau. J'aime énormément que Cécile dessine une image idéale de moi-même. On a le droit de rêver, de toute façon. Tout est permis le jour de son anniversaire. Votre châle. C'est la beauté, la délicatesse italiana, per te, Cecilia. Molto bene. En revanche, Eric Revel, il s'est habillé, je vous fais peur, il a mis 452 couches. Non, mais je vais en retirer une alors. Oui, mais dis donc, c'est coquin. Dis donc, c'est coquin. Là, vous avez un teasing qui est vraiment très fort. Attention, ça pourrait se passer chez Brigitte Lahaie. Attention. Et notre auditeur au 0826 300 qui est en 300. tongue et en short. Absolument. Cédric de Béziers qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Salut, Cédric. Bon anniversaire, Cécile. Merci Cédric. Vous avez une voix de radio, je vous le dis. Cédric, vous voulez revenir sur les dangers des camions qui roulent très très vite sur l'autoroute et vous avez bien raison d'en parler. Ah oui. Mais il y a plus que ça. Sur le col du Grand Boeuf, il y a ces dernières semaines, et puis moi étant routier, effectivement, j'hallucine les vitesses dont les contrôles ont été faits. Un camion doit se rouler sur autoroute à l'entour de 90 km/h. Il y en a qui ont été chopés à 142 km/h. 142 km/h et 132 pour un Français. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas ce que le nouveau gouvernement a du boulot sur la planche, du travail sur la planche, parce que là, un carton avec un truc comme ça, c'est hallucinant. Est-ce que j'ai une petite question. Est-ce que un patron de camion, un de ses conducteurs dépasse la vitesse autant que ça? Est-ce que finalement il est mis sur le banc ou pas du tout? Ah de toute façon, il y a un retrait de permis obligatoire. Tous les permis sont enlevés. Non, mais alors là, je suis tellement heureuse que vous abordiez ce problème. Vous savez, mais Philippe David aussi, je suis une grande utilisatrice de l'autoroute entre Pau et Pampelune. Et entre Pau et Pampelune, c'est véritablement l'enfer. Mais on a quand même le sentiment, les camions qui partent en Espagne et qui reviennent d'Espagne, on a le sentiment, je pense, tous les kilomètres qu'on va se faire couper en deux. Les types roulent à une vitesse, ils se doublent sur 3 voies. Il vous arrive d'avoir la voie droite avec un camion, la voie du milieu et la troisième voie avec un camion. C'est délirant en fait. Et je voudrais savoir comment ça marche avec les disques, parce qu'ils ont des disques de contrôle. Non, maintenant c'est électronique. Maintenant ce sont des chronotachygraphes en fait avec une carte qui est d'ailleurs de 3e génération depuis peu. D'accord. Et on peut revenir en arrière et c'est là où je voudrais un petit peu mettre on a très peu de temps. Allez-y. Oui, c'est que en fait on va être contrôlé désormais maintenant sur 56 jours. 56 jours et non pas 28 jours. D'accord. Donc ça fait environ 2 mois. Je pense qu'en fait, il y a des infractions de tout le monde. On en fait toujours sur le temps de conduite ou quoi que ce soit. Mais la vitesse, les gars, la vitesse, c'est dingue. vitesse. Vous avez tellement raison. C'est dingue. Merci Bravo, beaucoup Cédric. Allez, merci, vous êtes notre vraie voix du jour. On est ravis de vous accueillir et bien entendu vous restez avec nous pour commenter cette actualité et le qui c'est qui l'a dit avec le mot du procureur dans un instant. Je voudrais m'interroger un peu sur ma dilection pour François Hollande. D'accord, on en parle dans un instant. Je vous ai dit que c'était mon anniversaire. Non, je plaisante. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Pour votre anniversaire Cécile, j'ai décidé de dissoudre les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un complot dont notre excellent réalisateur Maxime a eu l'idée. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Mais qui a imité Macron? En avant Guingamp. Mais qui a imité Macron? Je crois que c'est l'intelligence L'IA. artificielle. Vachement bien. L'intelligence artificielle. C'est un truc qui peut pas m'arriver, ça, l'intelligence artificielle. Non, parce qu'elle est naturelle. C'est sympathique d'avoir une intelligence naturelle. C'est bon. Il est d'une gentillesse. Vous connaissez le mot de René sur l'intelligence artificielle. Non. Il faut toujours préférer l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle. C'est Pas beau. mal, très joli, joli. Dis donc, De René. on a des poètes aujourd'hui. Pas mal, non? Philippe J'ai envie Bilger de est dire que avec c'est nous. moi, mais c'est pas de moi. Françoise Degois, Eric Revel et vous. Je le au trouve un peu 0826 tiède dans les 300. hommages sur votre anniversaire, Revel. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ah non, je le moi, trouve un peu j'étais un des premiers à souhaiter l'anniversaire de Cécile. Enfin, pas le premier. Tu sais quoi, parce qu'il veut pas déclarer sa flamme. Je sens qu'il y a un truc. Il y a eu des milliers de messages. Il se restreint là, et comme ça. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Félix, de quoi parle-t-on? Bonsoir. On va parler du procès des viols de Mazon. Est-ce qu'il va être suspendu? L'état de santé du principal accusé laisse
planer le doute. On va parler aussi des contrôles pour passer entre la France et l'Allemagne. C'est redevenu une réalité depuis ce matin. Et puis d'Adrien Rabiot, de retour en France, mais désormais à l'OM. L'ancien Parisien arrive libre après 5 ans à la Juventus. En 3 mots, procès, frontières et mercato. Et tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et le procureur va requérir en termes sympathiques sur un ancien président de la République. Oui, en fait, parce que après avoir écouté François Hollande hier au grand jury, dans une magnifique région qui est la Loire, je me suis interrogé pour une fois sérieusement, parce que je suis sans arrêt critiqué lorsque je dis que je l'apprécie humainement pour son intelligence, mais que je ne partage rien à peu près sur le plan politique de lui. Autrement dit, que je fais une distinction très nette entre son intelligence indiscutable et son idéologie socialiste. Et j'en ai assez de devoir me justifier comme si c'était honteux de dire qu'on apprécie quelqu'un pour une intelligence que je considère presque comme exceptionnel, mais qu'on n'aime pas le politicien qu'il est. Et je me suis demandé si, au fond, François Hollande, cette intelligence, me semble-t-il, se dégrade lorsqu'elle s'enquiste dans une idéologie. Et ça explique pourquoi, après avoir dit à quel point je l'appréciais, je suis mal à l'aise quand je l'entends développer quelque chose qui ne relève pas de la souplesse intellectuelle dont Ségolène Royal a parlé il y a quelques temps. C'est marrant parce qu'il adorait François Hollande, il était de droite, voire de droite conservatrice, c'est incroyable. Absolument, non mais c'est complètement... Enfin, je veux dire, c'est très débile ce que vous dites. Hein. Non, je veux dire, c'est très... Moi, j'apprécie plein de gens de droite, mais il y a jusqu'au moment où je n'aime pas leur idéologie. Je comprends pas votre souffrance intellectuelle et existentielle sur cette question. Pour une chose très simple, dommage qu'il soit pas de droite, c'est ça pour vous. C'est que il y a beaucoup d'hommes ou de femmes politiques qu'on ne peut même pas créditer d'intelligence. Si, mais je suis pas d'accord avec vous. Vous créditez Mélenchon d'intelligence, par exemple. Bien sûr, lui, il est complètement apparu dans l'absurde. Alors, d'élection de François Hollande par d'élection par le président, par le procureur. Alors, c'est assez marrant parce que je me faisais la même réflexion. Je vais vous dire, bon, alors on le connaît moins bien que Françoise de Gaulle, évidemment, mais moi, le nombre de fois où je l'ai interviewé, je l'ai vu, j'ai discuté avec lui, je l'ai toujours trouvé extrêmement astucieux et son retour à l'Assemblée nationale et ce qu'il est en train de faire peut-être au sein du PS montre que c'est un politicien redoutable. Maintenant, où je partage pas la fin de votre point de vue, mon cher Philippe, c'est que quand vous dites je partage pas ses idées, le problème c'est que je ne connais pas les idées de François Hollande. Vous voyez, je sais même pas s'il est socialiste. Je sais même pas quelles sont ses idées. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Donc voilà, alors, on peut apprécier le personnage, pour le reste, non, c'est pas, c'est tout sauf une girouette. Non, bien sûr qu'il est socialiste, il est social-démocrate, bon teint, voilà, le rose un peu délayé à droite, voilà, par du bleu. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont procès, frontières et mercato. Le procès des viols de Mazan dans l'incertitude, suspendu à l'état de santé de Dominique Pellicot, le mari accusé d'avoir fait violer son épouse en la droguant. Les avocats dénoncent une situation scandaleuse. C'est parti depuis ce matin, l'Allemagne a rétabli pour 6 mois les contrôles à toutes ses frontières, y compris avec la France. Et puis après, vous savez, le Ricard qui avait failli s'entendre avec le PSG, eh bien Adrien Rabiot fait l'inverse. L'ancien Parisien passé à la Juve vient de s'entendre avec l'OM et il est même attendu à Marseille dès ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Un supplice chinois selon les avocats de Gisèle Pellicot. Ce matin, la cour criminelle du Vaucluse n'a pu qu'ajourner l'audience au procès des viols de Mazan. L'état de santé de Dominique Pellicot ne lui permet toujours pas de se présenter. Le mari, accusé d'avoir drogué son épouse pour la violer et la faire violer, souffre de problèmes rénaux et prostatiques. Les avocats de la défense comme des parties civiles dénoncent des carences dans sa prise en charge médicale en prison. Désormais, en tout cas, des doutes planent sur la poursuite du procès. On devrait savoir demain s'il pourra se tenir ou s'il faudra tout reprendre de zéro dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Malgré tout ça, en tout cas, Gisèle Pellicot a tenu à prendre la parole devant le tribunal d'Avignon ce matin en arrivant. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve, et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier.
à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls. Gisèle Pellicot à Avignon au micro de Viken Cantarcy et de Claire Robiche de l'agence France Presse. Et puis le deuxième mot, frontières. L'Allemagne a rétabli les contrôles depuis ce matin. Des contrôles rétablis pour 6 mois. C'est 9 frontières, au risque évidemment de faire grincer des dents au sein de l'Union européenne. L'espace Schengen ne prévoit le rétablissement de tels contrôles que de façon exceptionnelle et temporaire en cas de menace pour l'ordre public et la sécurité. Le gouvernement allemand a pris cette décision suite à une série d'attaques islamistes. Ce matin, à la frontière française, eh bien, la mise en place de ces contrôles a provoqué quelques bouchons, mais ça devrait se fluidifier, estime Daniel Rosine, porte-parole de la police allemande. L'objectif des mesures prises ici à la frontière entre la France et l'Allemagne, c'est bien sûr de limiter l'immigration irrégulière, de lutter contre le trafic de migrants, mais aussi d'appliquer le refoulement de manière cohérente. Nous effectuons des contrôles non seulement à la frontière, mais aussi dans la zone du tramway, ainsi que dans le trafic ferroviaire transfrontalier, par exemple dans les trains régionaux. En d'autres termes, nous ne voulons pas entraver le trafic à grande échelle. Nous effectuons ici des contrôles intelligents. Nous ne procéderons pas à des contrôles exhaustifs, mais à des contrôles aléatoires. Le porte-parole de la police allemande au micro AFP de Julien Sangel avec la traduction de Gauthier Ramon pour Sud Radio. Incroyable ce que ça fait faire la montée de l'extrême droite, un chancelier. Je veux dire par là que je vois bien ce qui est mis en place, mais ce sont donc des contrôles aléatoires, par définition des contrôles tout à fait, imparfaits et tout à fait partiaux. Donc voilà, égale la victoire de l'AfD en Thuringe, égale Olaf Scholz qui remet en place cela. C'est comme toujours, ce sont des mesures, des mesures spectaculaires. Non, mais moi, bien sûr, c'est pas la montée de l'extrême droite. Non, c'est la victoire de l'AfD. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est pas. C'est la conséquence, mais c'est pas ça la cause. La cause, c'est un flux migratoire régulier en Europe qui n'est plus contrôlé et plus contrôlable. Ça n'a rien à voir. L'Allemagne, écoutez, l'Allemagne, Angela Merkel a accueilli. Mais non, mais écoutez. Vous pensez que l'extrême droite, comme vous la qualifiez, montrait s'il n'y avait pas un problème d'immigration en France ou en Europe? Mais en tout cas, la réalité n'est pas là. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. L'Allemagne a intégré, Angela Merkel a intégré plus de 1,5 million. C'est elle qui a accueilli et intégré en grande partie. Écoutez, c'est pas ce que disent tous les Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands qui disent pas ça, mais il y a beaucoup d'Allemands qui disent ça aussi. Il faut connaître aussi l'Allemagne. Il faut savoir comment ils ont été accueillis. Ils ont été merveilleusement accueillis. Ils ont été accueillis dans des conditions que nous sommes incapables de mettre en place parce qu'on est que des grandes gueules, les Français. Il faut accueillir tout le monde, mais on les accueille mal. Donc je redis qu'il y a le fantasme et il y a la réalité politique et ça me désole de voir Olaf Scholz céder comme ça sur des mesures qui sont complètement symboliques. Ne m'expliquez pas que vous allez arrêter le trafic des migrants avec des contrôles aléatoires. Ça n'existe pas. Il fait ça simplement parce que l'AfD a gagné la Thuringe. C'est minable en fait, minable. Troisième mot, mercato avec ce gros coup de l'Olympique de Marseille. Oui, l'OM récupère Adrien Rabiot, l'ancien Parisien passé à la Juve, doit arriver à libre à Marseille et dès ce soir, 15 jours après la fermeture du marché des transferts. Annonce surprise, en tout cas, se trouver un club, c'était une condition sine qua non pour rejouer en équipe de France, avertissait Didier Deschamps à la fin du mois d'août. Le plus tôt sera le mieux, puisqu'il n'est pas en activité. Après, oui, il y a le fait qu'il soit libre, il peut s'engager à tout moment. Il a des sollicitations, j'ai échangé avec lui, il aura un choix à faire. Mais bon, à partir du moment où, depuis qu'il a arrêté avec nous le 9 juillet, même si c'est un professionnel, il s'entretient, mais bon, il fait pas des séances collectives, pas de matchs, donc voilà. Mais j'espère que d'ici le prochain rassemblement, il aura un point de chute. Didier Deschamps fin août, alors ça y est, c'est fait, donc Adrien Rabiot est Marseillais. Un retour à la Juve n'était pas une option, a fait savoir son agente et maman Véronique Rabiot. Philippe Bilger. Rabiot, pourquoi pas? Marseille joue très bien en ce moment avec le nouvel entraîneur. Rabiot lui fera du bien. Moi, je trouve ça incroyable. C'est beau parce que c'est Marseille qui attire Rabiot. Il y a quelques mois, on disait la Ligue 1 va mourir parce qu'il y a plus de stars et puis avec les droits télé lamentables. Et finalement, Rabiot, c'est une forme de divine surprise. Il vient jouer à Marseille. Il aurait très bien pu être acheté par le PSG. Et il y a quelque chose qui est beau à Marseille avec Greenwood, qui est un sale personnage, mais qui est un très grand joueur, le jeune joueur de 22 ans. Il n'a pas été condamné par la justice. Il n'a pas été condamné, mais bon, il a reconnu des faits qui sont durs. Tabasser sa bonne femme, en règle générale, sa femme, c'est quand même limite. Je vois bien cet OM là, il m'intéresse cet OM.
Alors, Éric Revel. Oui. Alors, Rabiot qui devient Nino, c'est assez marrant parce qu'il a été formé à Paris. Il faudra voir l'accueil que vont lui réserver comme les supporters de l'OM. Bon, voilà. Ouais, ça, après, est-ce que Rabiot est une star qui va sauver les droits de foot de la Ligue 1? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est une très belle surprise, très belle prise. La très belle surprise, c'est qu'il faut qu'on y aille. Les divergences qui s'accentuent entre les grandes voix de la gauche, comme ce week-end à la fête de l'UMA. On en parle dans un instant avec nos invités. Oui, parlons vrai. Est-ce que les dissensions à la fête de l'UMA n'ont pas prouvé que le nouveau Front populaire est incapable de gouverner ensemble? Est-ce que les deux gauches sont définitivement irréconciliables? Et à cette question, si les gauches ne s'entendent pas, c'est un problème. Vous dites à 69% d'égos, à 20% de lignes politiques et à 11% d'incarnation. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et elle n'a pas un surplus d'ego au 0826 300 300. Et on a envie bien entendu de vous entendre. Allez, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Je vous ai dit 20h tout à l'heure, mais c'est une fausse joie. On va s'arrêter exceptionnellement à 19h. Enfin, moi, je fais les prolongations jusqu'à 20h. Voilà, c'est ça, mais parce que vous êtes fort, vous êtes et trop c'est vous qui faites les prolongations demain? Absolument. Jusqu'à 20h. Et moi, je fais les tirs au but de 20h à 21h pour les vraies voix du foot. On va y aller. Allez, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Éric Revel. Et vous, au 0826 300 300, soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est l'heure du règlement de compte du côté des Insoumis et le coup vient de François Ruffin. Il exprime sa honte après avoir mené une campagne électorale au faciès dans certains quartiers. François Ruffin dit de l'intérieur ce que nous disons depuis longtemps de l'extérieur. Le récit est venu de tous les députés de deux campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. C'est-à-dire une dérive sectaire, brutale, communautariste et surtout une stratégie minoritaire de la part de la France insoumise. Ça contribue à la clarification. Et donc, selon François Hollande, il y a deux gauches en France. L'ancien président socialiste s'oppose à une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Ce week-end, à la fête de l'UMA, la France insoumise a étalé donc ses divergences avec l'un de ses anciens compagnons de route, François Ruffin. Alors parlons vrai. Pour vous, qui incarne le mieux la gauche? Tiens, Jean-Luc Mélenchon ou François Hollande? Est-ce que la gauche est capable de reparler aux classes populaires? Et à cette question, si les gauches ne s'entendent pas, c'est un problème. Vous dites à 71% d'égos, à 18% de lignes politiques et à 11% d'incarnation. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et les vraies voix bien évidemment au 0826 300 300. Philippe Bilger, bien sûr qu'il y a de l'ego dans ces associations. Si l'arbitrage est à faire entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, il est facile à faire. C'est clair que François Hollande représente, même pour ceux qui ne partagent pas ses convictions, un espoir pour la démocratie parce qu'il est fondamental que face à la droite, il y a une gauche équilibrée. Mais si vous me permettez une petite anecdote rapide. Récemment, j'ai tweeté en disant j'apprécie beaucoup Manuel Bompard, je trouve anormal qu'il ne s'indigne pas devant cette distribution de tracts racisés quand c'est Mélenchon et qu'on supprime. Et il m'a répondu sur Twitter, sur X, de manière très courtoise. Il m'a dit, mais Ruffin invente, il a été le seul à faire ça. Personne d'autre au sein de LFI n'a pratiqué de la sorte. Je n'en sais rien. Peut-être a-t-il tort. C'est pour montrer à quel point, même sur des détails, on est sûr de rien. Moi, je suis assez sévère avec François Ruffin, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais je pense que sa sortie est tout à fait opportuniste en réalité. Il a été élu grâce à Jean-Luc Mélenchon. Il a fait des erreurs dans sa dernière législative. Vous savez, Ruffin, c'est un petit bouchon dans l'eau qui a été obligé de se réfugier dans le groupe parlementaire des Verts parce qu'il sait pas où aller. Je n'aime pas cet opportunisme-là, et pourtant je suis bien plus sévère que lui sur la France insoumise. Mais je n'aime pas cette façon de se comporter. Quant à la candidature
candidature de gauche, vous savez, si on devait juger la capacité de la gauche à s'entendre au fait de l'UMA et au fait de la Rose, la gauche s'est toujours cassé la vaisselle sur la tête, comme en famille, et ça n'a pas empêché de gagner le pouvoir. Moi, je sais bien que François Hollande ne veut pas une candidature unique. Il veut pas une candidature unique derrière Jean-Luc Mélenchon. En revanche, ce qui est en train de se passer, vous allez le voir dans les mois qui viennent, c'est une évidence. Vous allez avoir le retour classique, c'est-à-dire une gauche radicale incarnée par Jean-Luc Mélenchon et un candidat unique de la gauche social-écologiste, c'est-à-dire un candidat unique socialiste, vert et parti communiste. Et ça, quand on regarde les sondages, ça pèse entre 20 et 21%. Donc, je ne suis absolument pas inquiète, moi, pour l'avenir de la gauche. Ça fait 25 ans, Éric, il le sait très bien, nous avons assez de recul comme journaliste politique pour vous dire que le sujet sur les gauches irréconciliables, ça fait 35 ans ou 30 ans ou 25 ans, et qu'à chaque fois, elles se réconcilient toujours. Oui, alors j'aime beaucoup quand Françoise de Gois parle d'opportunisme politique comme si elle découvrait la spécialité en politique qui s'appelle l'opportunisme. Non mais t'as raison, t'as raison. Mais là, je l'attendais pas de Ruffin quand alors même. Alors maintenant, je vais faire une analyse moi complètement iconoclaste. Bon, on verra, je me trompe évidemment, mais je vais vous faire une analyse iconoclaste de ce qui est en train de se passer entre Ruffin et Mélenchon. Évidemment, la guerre est déclarée. Enfin, vous avez lu les titres. Il accuse donc Mélenchon et LFI d'avoir produit des tracts racisés. En fait, le problème de Mélenchon, c'est d'élargir sa base, n'est-ce pas? C'est d'élargir sa base. Il a le vote communautaire musulman, c'est d'élargir sa base. Eh bien, moi, je vais mettre une pièce sur la réconciliation de Ruffin et de Mélenchon. Elle est 1 an avant la présidentielle. Pourquoi? Parce que, en fait, en faisant ça, Mélenchon aura coupé le cordon ombilical avec le père, mais il rejoindra la famille au bon moment, et ça permettrait quoi à Mélenchon, si Ruffin revenait au bercail? D'élargir sa base, justement, d'élargir sa base, puisqu'il y aura au moins 2 candidatures à gauche, une PS républicain et une autre, comme le disait Françoise, gauche radicalisée. Si Ruffin au dernier moment se rabiboche avec Mélenchon, vous allez voir que ça déplacera du monde. Non, ça me paraît. Enfin, je sais bien, on peut faire des scénars, non, mais c'est intéressant parce qu'en réalité, quand on fait des plans, ça se passe jamais comme on pense. Moi, je vous dis qu'ils vont se réconcilier trop violent. 6 mois avant la présidentielle ou un an. Non, la rupture est trop violente. Pas du tout. Philippe Bilger, est-ce qu'une preuve quand même que la gauche est, comme on dit dans le sud-ouest, et Françoise de Gois est dans le sud-ouest, cul par-dessus tête, c'est pas la preuve. Ce week-end, De Villepin acclamé à la fête de l'UMA et Ruffin conspué. Est-ce que c'est pas quand même... Il n'a pas été conspué. Alors là, je le mets. Alors, écoute-moi, parce que tous les gens qui étaient présents à ça, moi aussi j'ai failli sauter là-dessus quand j'ai vu ça, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Quand les gens se mettent à chanter Siamo tutti antifascistes, c'est quand Raphaël Arnaud dit pour nous c'est le racisme, c'est ça qui incarne le fascisme. Mais même Ruffin dit c'est pas adressé à Ruffin. Il a quand même eu des sifflets, etc. Mais il y a eu des petits sifflets, mais il y a des sifflets quand Mélenchon arrive, il y a des sifflets. Excusez-moi, mais on nous aurait dit que De Villepin serait acclamé à la fête de l'UMA, on aurait du mal à le croire, Philippe Bilger. Si, De Villepin, ça ne m'a pas étonné. Si ça vous surprend pas. Non, ça me surprend pas sur la Palestine. Alors là, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que la Palestine chez De Villepin. C'est que là-dessus. Mais il fait tout ce qu'il peut pour ça. Dominique de Villepin, mon cher Philippe, c'était inévitable qu'il soit acclamé à la fête de l'UMA. Mais pour le reste, je me demande si on n'est pas en train d'hypertrophier les dissidences, les conflits au sein de la gauche tout de même. Toujours. Ça reste des tempêtes dans un verre d'eau rouge. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Alors Villepin s'est fait acclamer sur une autre phrase aussi, quand il dit, mais en fait... J'aurais mis le Front Populaire à Matignon. Oui, bon là évidemment il ne peut que se faire acclamer. Bon, ceci dit, moi j'avais fait un tweet, puisque Philippe Bilger parlait de ces tweets, où moi je disais, mais non, il aurait fallu nommer quelqu'un du NFP. Bien sûr. Alors, c'est pas... Oui. Il fallait aller au bout du processus, mais il fallait aller au bout du processus. Il n'y a rien dans la Constitution, c'est l'esprit républicain. Bon, Madame Castet aurait peut-être duré 15 jours, alors on me dit, oh là là, horribilis, parce qu'elle aurait pris des décrets, la gauche, qui aurait planté le pays, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous auriez retiré une épine dans le pied, vous auriez servi l'esprit républicain et la démocratie dans ce pays. Moi, à mon avis, il a commis une erreur. Une erreur de bleu, en fait. De Gois, je suis d'accord. Que je suis vraiment un méchant. Non, mais pas du tout. Éric Revel, je suis d'accord avec toi complètement. Je trouve que ça ne va pas, ce qui s'est passé. Ça ne va pas. Et d'ailleurs, Barnier va le payer cash, à mon avis, dans les semaines qui viennent. Et puis, le président de la République, il a juste 2 cartouches dans son fusil. C'est un fusil de chasse à 2 cartouches. Barnier, c'est la première, et il y aura une 2e cartouche. Et après, Et après, il en a une 3e. Quel rôle va endosser finalement François Hollande? Est-ce que ça va être le sauveur de la gauche? C'est un rôle assez intéressant parce qu'on va arriver
voulez, c'est très intéressant. Je partage complètement le point de vue d'Éric parce que c'est un point de vue de républicain et je pense au-delà du fait que chacun connaît ma sensibilité de gauche, je pense qu'il fallait aller au bout du processus et nommer Lucie Castex et puis ça a duré ce que ça a duré. C'est ce qu'il aurait dû faire. C'est une faute de bleu quasiment politique. C'est quasiment une faute de novice en politique. Il a voulu. Maintenant, il se retrouve. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment que Matignon 1 ne devrait pas durer très longtemps. Je vois même pas sur le budget comment Michel Barnier passe l'épreuve. Comment est-ce que Marine Le Pen peut voter un budget d'austérité avec sa base sociale ? Ça me paraît complètement fou. Donc, je pense que la feuille de route de Barnier, c'est de durer au moins 3 mois, d'aller de 3 mois en 3 mois jusqu'à atteindre la nouvelle dissolution en juin prochain. Donc, le fusil à 2 coups, c'est Matignon 2. Et là, on va avoir évidemment que Emmanuel Macron va aller chercher dans la social-démocratie, parce que de toute façon, LFI votera la censure. Mais si la social-démocratie passe des coalitions avec une partie du bloc central, ça peut marcher. Et pour répondre à votre question, il y a 2 personnages, il y en a 3 en réalité, que vous pouvez appeler à Matignon. Il y a Boris Vallaud, Olivier Faure ou François Hollande. C'est ça qui va se jouer. Ce qui est en train de se jouer, on a l'impression que c'est LFI. Pas du tout. Ce qui est en train de se jouer, c'est ce leadership-là sur le Matignon 2 qui arrive. C'est ça qui est en train de se jouer. Mais ça ne se voit pas. Je dis François Hollande à Matignon, ce serait quand même incroyable. Ça serait dingue, parce que ça serait plus simple en fait, parce que Emmanuel Macron serait obligé de incroyable, le renversement de situation. Matignon 2 serait plus simple pour celui qui arrive à Matignon, car Emmanuel Macron, puisque la 3e cartouche serait sa démission, Emmanuel Macron serait obligé de faire des concessions. Pour répondre très rapidement à Eric, moi je vous trouve un peu sévère avec Emmanuel Macron. D'abord, peut-être encore plus. Peut-être tu aurais-on proposé quelqu'un de plus valable que Lucie Castex. Il aurait probablement une autre attitude. Deuxième élément, ça n'est pas absurde de dire je veux nommer quelqu'un, un gouvernement dont je suis sûr qu'il ne va pas être censuré. Et puis il faut pas oublier que la gauche quand même s'est déchirée sur Bernard Cazeneuve. Non, elle s'est déchirée. C'est l'heure de Macron. Le chemin du 0826 300 300 est tracé avec Cédric qui est avec nous. De Béziers. Cédric, vous vouliez réagir ? Oui, de toute façon, la gauche, elle fait de la gauche, hein. On est d'accord avec ça. Hein. La problématique d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'ego. En fait, quand je les ai vus tous se rassembler, j'avais l'impression de voir des coqs qui étaient en train de vouloir conquérir des jeunes poules qui venaient d'arriver dans le poulailler. Donc les poules, vous doutez bien qu'en fait, c'est nous, hein, ce sont les électeurs. Et je trouve pas ça normal qu'en fait, pour essayer de contrecarrer la droite et puis le Rassemblement national, ils ont fait une espèce de grosse tambouille que je trouve très écœurante, hein. Parce qu'après on dit la NUPES ou comment il s'appelle, le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire disent qu'en fait ils ont ça, mais ils ont autant de députés. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont réunis. Et alors, quand on regarde le Rassemblement national aujourd'hui. Effectivement, c'est le premier véritable parti de France. Je suis désolé, c'est le Rassemblement national. Parce que si je me rappelle bien, les socialistes, ils ont fait combien aux élections présidentielles ? Non mais c'est pas le sujet. Excusez-moi, non mais Cédric, est-ce que je peux répondre parce que là vous parlez de tambouille, ça s'appelle un programme électoral et en plus de ça c'est la seule coalition. Non mais Cédric, c'est pas vrai, c'est la seule. C'est la seule coalition et par ailleurs le plus grand parti de France absolument pas. Et d'ailleurs arrêtons de dire que le RN a fait 11 millions de voix, ça n'est pas vrai. Le RN a fait 8,9 millions de voix. Le reste c'est Ciotti. Donc moi je veux bien qu'on décide qu'à un moment donné les coalitions il faut les séparer, mais alors séparer aussi les coalitions RN-Ciotti, le Rassemblement national. Mais excusez-moi de vous le dire, il y a 193 députés, il y a 7 millions de voix de la gauche. Arrêtons de dire que ce pays est à droite, à l'extrême. Stop. Ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien de faire du déni de vérité. Ça ne sert à rien. Attendez, Françoise. Cédric, allez-y, on vous écoute. Oui, si j'écoute Dame Françoise. J'adore, c'est excellent. On va réunir la gauche et la droite et on verra bien qu'en fait à l'Assemblée nationale il y a une majorité de droite et on peut le tourner comme on veut. Mais vous pouvez le tourner comme vous voulez, mais la majorité de droite et d'extrême droite, ça veut dire que vous mariez ensemble et le centre et le centre. Mais moi je ne suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi de vous le dire. Il n'a pas fini de parler. Oui, moi j'aime beaucoup. Mais moi j'aime beaucoup m'engueuler avec Cédric. Il est très sympa. Allez, Cédric. Non mais c'est vrai. Il y a des gens avec. On le laisse.
Oui. Il n'y a plus d'extrême droite. Il y a une droite qui est relative maintenant et on essaie, quoi qu'il en soit, j'aurais aimé qu'on fasse un gouvernement avec la gauche, la droite, ce que vous dites l'extrême droite, tant qu'en fait on fait avancer le pays. Aujourd'hui, il y a une grosse tambouille politicienne, mais il n'y a personne qui est capable de faire avancer le pays. On voit ce qui nous est arrivé sur le coin de la tête. Je trouve qu'en fait, c'est aberrant. Et je vous conseille d'aller écouter l'économiste qui s'appelle Marc Toiti, qui a fait d'énormes révélations concernant en fait le déficit qu'on a dans notre pays. Et oui, le plus grand déficit de notre pays, c'est Emmanuel Macron. On pourra le tourner comme on veut. On peut tous tomber d'accord là-dessus. On peut tous tomber d'accord là-dessus. Question. Il y a un mot dont on parle, l'incarnation. Est-ce que quelque part, tant du côté de LFI, Mélenchon, il aura 75 ans, presque 76 en 2027. Et François Hollande, est-ce que ça paraît crédible qu'il puisse revenir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'incarnation à gauche? Sûrement, mais moi je suis persuadé, peut-être parce qu'encore une fois, je ne peux pas me déprendre d'une forme de sympathie intellectuelle pour François Hollande. Je trouve que la prestation d'hier montre à quel point il a dans la tête la future élection présidentielle, mais qui s'y approche à pas de loup. Il le fait très intelligemment et la gauche ne brille pas tellement en talent qu'elle puisse se passer de lui pour le futur. Oui, on peut lui reconnaître le premier talent, ce qui n'est pas le cas d'Édouard Philippe, c'est d'avoir compris que tout jouerait à l'Assemblée nationale. Regardez Darmanin, regardez Attal, regardez Wauquiez, regardez Hollande, ils ont compris. Donc ça, c'est aussi de l'expérience et du nez politique. Maintenant, je veux dire, on peut le trouver intelligent, François Hollande, mais vous vous souvenez que son ennemi, c'était la finance. Il va sortir quoi, là, pour de nouveau faire campagne? Est-ce que la gauche la plus radicale croira de nouveau aux balivernes de François Hollande? Moi, alors peut-être que si vous avez Marine Le Pen, François Hollande, peut-être que les gens voteront une nouvelle fois en pensant au Front républicain pour François Hollande. Mais pour quel programme et pour faire quoi? Et puis bon courage à celui qui va hériter de la situation. Vous parliez, Cédric, des déficits. Je vais vous donner comme quelques petits chiffres rapides. 3100 milliards d'euros de dette, 170 milliards de déficit budgétaire, près de 100 milliards de déficit commercial et un service de la dette qui va être le premier budget de l'État en 2027, c'est-à-dire plus que l'éducation, qui est le premier budget. Et je rappelle, le service de la dette, c'est juste quand vous êtes à découvert, vous remboursez les AGO, vous payez pas le principal. C'est ça. Donc on est dans une situation financière terrible. Et qui digne de la Grèce. Allez. Vous savez, juste un mot sur l'incarnation. D'abord, nous ne savons pas. Et puis par ailleurs, ce qui va se jouer à gauche, c'est la bataille entre la social-démocratie, social-écologie et Mélenchon. Celui qui sort vainqueur peut être au second tour et face à Marine Le Pen, évidemment qu'il peut gagner. Moi je dis Cécile présidente, voilà ce que je dis. Allez, dans un instant, ça serait bien. Bah ouais, ça serait pas mal. Ce serait un beau cadeau. 0826 300 300, bien entendu, vous pouvez commenter jusqu'à 19h. Cédric, vous êtes avec nous, vous restez, et dans un instant, le c'est qui l'a dit. Aujourd'hui, il est... Et Eric Revel s'est entraîné. C'est du lourd aujourd'hui. Allez, on fait une petite pause. À tout de suite, les amis. Compris là maintenant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Bonjour à tous, c'est Kylian Mabé. Pour moi comme pour Cécile, tu me parles pas d'âge. Joyeux anniversaire Cécile. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Minibus. C'est très très bon. C'est énorme. Dis donc. Tous ces gens qui me kiffent, c'est ouf. C'est pas ça, c'est tous ces gens qui ont passé des heures à faire ces genres de trucs pour vous faire plaisir, c'est génial. Mais c'est le vrai. Bravo Maxime. C'est qui a les compétences pour le faire. Arrêtez de dire c'est le vrai. Ah, c'est vraiment Kiki. C'est le vrai. C'est le vrai Kiki et c'est le vrai Manu. Voilà, c'est tout. Oh là là, comme vous êtes. Comment tu l'appelles? Mais regardez-vous dans une glace, vous verrez qu'une jalouse, de toute façon. Oui, une jalouse, c'est la jalousie qui me... Allez, Cédric, qui est avec nous. Cédric, vous êtes là? Je suis toujours présent. Vous allez devoir jouer contre Philippe Bilger, Françoise Degois et Eric Revel qui s'est entraîné quand même depuis 4 jours et qui a enfin compris les règles. Au bout de 4 ans, je vous propose de lancer officiellement le jeu. Allez-y. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Cédric, je vous demande de lancer le jeu, vous dites rien. Ah, alors je lance le jeu. C'est trop tard. Il était déjà lancé. Non, parce qu'en fait, j'ai cru entendre, on lance le jeu, donc moi j'attends, C'est vrai qu'on lance le jeu. C'était quand même très discipliné malgré. On y va. Vous êtes de droite, c'est ça. On y va. Je blague, j'ai envie de le piquer. Je l'adore ce Cédric. Question, qui l'a dit, Cédric? De 3 points, un gouvernement majoritairement, les Républicains ne seraient ni juste historiquement, ni juste politiquement.
politiquement. Cédric. On en parlait tout à l'heure, François Ruffin. Non, c'est toujours un François, mais pas François Hollande. C'est Fesneau, non, c'est François Hollande. François Fillon. Non, c'est un François. François. Au centre. Bayrou. Bonne réponse de Bayrou, Philippe. On a renouvelé toujours. Donc je vais chercher le François. François Bayrou, maire modem de Pau. François Bayrou. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Cédric? En fait, c'est un gouvernement de perdants. Le programme, c'est la continuité du macronisme qui a été battu aux législatives. Cédric. Jordan Bardella. Non, c'est pas le Non, nom. François Hollande. François non. Ruffin. Parce qu'il paraît que c'est lui qui a Manuel trouvé la Bompard. formule. François Mitterrand. Non, mais Jean-Luc Mélenchon. Non. Ah bah alors c'est Mathilde Panot. Voilà. Donnez-nous C'est Bompard. Mais non, Manuel j'ai déjà dit Bompard. Autain. Non. Louis Boyard. Vous Non. aimez les œufs? Les œufs brouillés. Vous aimez les poules? Coco. Le coq. Coquerel, Eric. Moi, j'aime Aurélien Lecoq, c'est un député des filles. Vous aimez les poules, Aurélien Lecoq. J'ai adoré Philippe Bilger. Coco. Ça, non, j'ai gagné 3 points là. 3-3. J'ai du mal avec les. Non, mais c'est un peu indices. la honte quand même. Qui c'est qui l'a dit sur sa honte, ce rencontre jeu. avec Michel Barnier? Nous avons toujours dit que nous étions pour le dialogue, pour l'échange. Ah, je sais. Cédric Ciotti. Non. Marine Tondelier. Non. Non. Ah bon? Pas Marine Tondelier? Non. Quelqu'un qui aime bien la bonne viande. Horizon, Édouard Bonne Philippe. réponse de Philippe Bilger. Merci Philippe. Là, vous Fabien pouvez pas la manquer. C'est un point là pour Philippe Bilger. Un point, Pas oui. plus. C'est 10 points. 10 Qui points. c'est c'est ça. qui l'a dit à 2 points? Si Michel Barnier est le continuateur zélé d'une politique conduite par Emmanuel Macron depuis 8 ans, alors ce gouvernement tombera. Cédric. Marine Le Pen. Non. Bah c'est plutôt macroniste. Non. Non, bah c'est à gauche alors. Non. Bah c'est à droite Éric alors. Ciotti. Non. Retailleau. Non. C'est Bellamy. même parti que Marine Le Pen. Il aurait pu être. Bardella. Bonne réponse, C'est moi Bardella. qui l'ai dit en premier. Ah non, mais moi, j'ai même pas dit. C'est ce que vous vouliez dire, Cédric? Ah, zut. Ouais, c'est ce que j'ai voulu dire en premier. Après, j'ai dit non, comme vous le dites tout à l'heure. Bon, Bah c'est ouais, pas grave, bah c'est pas ouais, grave. Tant pis pour moi. Non, mais c'est pas grave, Cédric. Vous voulez que je vous donne mes points? La gauche est partageuse, c'est pas comme la droite. C'est bon, merci. Mais pas sur le plan de la parole. Hein. Si. Allez, allez, Ah, allez. c'est ça, ouais, c'est ça. 3 Vous points. êtes des pipelettes, bande de pipelettes, on se croirait chez le coiffeur. 3 avec vous deux. points. Mais vous S'il vous plaisantez, plaît, François. vous S'il vous perdez plaît. du temps. 3 points. Qui c'est qui l'a dit? J'ai cherché un logement dans un quartier dans lequel les gens n'ont pas la même couleur que moi. Je me sentais en insécurité. Ce n'est pas rationnel. Cédric. Franchement, pas de. Langochat. Loéman. Léaumont. Bonne réponse, Antoine Léaumont. Pas Loéman, Léaumont. Léaumont. Oui. Combien t'as mis 3 points 3 là points, oui. Bah oui. Ah bah oui, bah oui. C'est vrai qu'elle était Non, dure celle-là. La dernière fois, j'ai fini à -4. Donc là, Qui je c'est progresse. Non, -5. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Il fait froid. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Nous souhaitons que le pays avance. Nous souhaitons laisser sa chance au gouvernement, au Premier ministre. Nous ne sommes pas dans le blocage. Cédric. Peut-être Édouard Philippe. Non. Aurore Berger? Non. Sylvain Laurent Wauquiez. Maillard? Un Non, député. c'est surprenant. C'est un député. C'est pas de la majorité. C'est pas un député de la majorité. Lyotte, Non. c'est pas Charles de Courson? Non. Non. Un RN. RN. Chenu? Non. Tanguy? Non. Giacomelli? Non. Il était l'invité ce matin, c'est pas Oudoul? Si, bonne réponse. Ah, il est bien, ce petit. Allez, 2 points pour Cédric. Est-ce qu'on peut faire un point là? Un point. Cédric, le der. 3 points pour vous, Cédric. Écoutez bien. Aïe. Macron a voulu baisser les impôts, mais il a continué d'augmenter les dépenses. Donc la dette a explosé. Un enfant de 8 ans comprendrait ça. Oh, Cédric. j'ai entendu, en plus, je l'ai entendu. C'est un candidat à la dernière présidentielle. Ah, Dupont. Dupont-Aignan. Ah, non. Ah oui, c'est ça. Non, je crois que c'est pas Dupont. Bah c'est Mélenchon. Non. Mélenchon. Non. C'est pas Non, Dupont-Aignan. non, Juvin. C'est J'allais pas. parler. Yannick Jadot. Attendez, Cédric, vous dites quoi? Il a fait 1,5%, non, c'est pas comme. J'ai perdu le mot. Non, Jean Lassalle. Non. Jean Lassalle, non? Mais Éric Zemmour. Éric Zemmour. Ah, ben oui, c'est bon. Mais c'est bien Eh ben, on a raté, ça va. Cédric, c'est ce que vous vouliez dire? Non, pas du tout. Ah, il est honnête en plus. Moi, mais moi, Cédric, moi, à votre place, j'aurais dit oui. Hein. J'aurais dit oui, c'est ce que je voulais Est-ce qu'on dire. peut faire les comptes, s'il vous plaît?
Françoise Degois, 5, 5 Philippe Bilger, 4, Éric Revel, 3, et vous, Cédric, 2. 5, 4, 3, 2. Bravo quand même, Bravo Cédric. Bravo Cédric, bravo. Cédric, vous étiez un excellent auditeur. On était très heureux. Vous avez une voix très agréable. C'est très sympa d'être avec vous. En tout cas, merci beaucoup de cette confiance que nous vous accordons dans un instant. Toujours, en plus. À l'époque, je vous écoutais en ondes moyenne. Donc, Ah oui. Mais voyez, et ça s'appelait Radio Andorre. Ah la vache. Ça s'appelait Radio Andorre. Et vous vous souvenez d'Ici Londres aussi? Ici Londres, il y avec Philippe David qui était né. Donc, merci beaucoup. En tout cas, on fait des gros bisous. Dans un instant, le journal et on se retrouve juste après avec le tour de table de l'actu et surtout le coup de gueule de Philippe David. On parlera de quoi, Philippe? Je vais pousser un coup de gueule sur une interview d'un monsieur qui organisait la cérémonie d'ouverture des JO. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ça y est, Éric Revel a enfin ouvert le score du qui c'est qui l'a dit. On commençait à s'inquiéter un peu, Éric Revel. Moi aussi. Franchement. Toute ma famille aussi. Autant en politique, ça va, mais autant qui c'est qui l'a dit. Je ça c'est pas. Mais ça va venir. Il faut un petit peu de travail. Ça devrait aller. Alors que Françoise Degois, le mythe du qui c'est qui l'a dit. Voilà. Là, vous allez un peu loin. Le mythe, c'est Philippe Bilger. Vous, c'est la mythe, François. Vous avez raison. Et Bilger, c'est la mitre. Et Philippe, c'est la myrte. C'est pas pareil. Ça, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien, moi aussi. Oui. On peut décliner comme ça, on peut faire 1 heure. Oui, absolument. On peut faire tout. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur et merci pour ça. On les écoute. Thierry, un auditeur non-voyant de Ramonville-Saint-Agne dans la Haute-Garonne. Voilà, je tenais à dire une chose. Monsieur Macron, et les rumeurs qui ont concerné sa femme, il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire d'autre, pour dire tout et n'importe quoi. Après tout, c'est leur vie. Et ce climat en France, c'est peut-être organisé par des partis politiques qui souhaitent prendre le pouvoir. Parce que derrière tout ça, il doit y avoir quelque chose. Suivez mon regard. Honnêtement, ça me gonfle. Moi j'adore. Alors c'était un débat qu'on a fait vendredi soir dans Les Vraies Voix, dans le coup de projecteur. Autant je critique bien sûr Emmanuel Macron pour sa politique, mais que jamais aucune femme n'ait à subir ce que Brigitte Macron subit, c'est tout simplement odieux. Et en plus de ça, c'est insupportable, c'est repris par l'ensemble de la fachosphère, mais c'est pas repris simplement en France, c'est repris aux États-Unis, par tout l'écosystème de QAnon, c'est épouvantable en réalité. C'est épouvantable, c'est vraiment à gerber en fait. De là à dire que c'est les partis politiques qui ont créé ça. La réalité, c'est pas ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est relayé souvent dans les réseaux sociaux par tout l'écosystème, notamment de l'extrême droite. Je suis désolé de vous le dire. C'est évidemment que Marine Le Pen va pas relayer ce genre de conneries, pas plus que Jordan Bardella. Mais quand vous regardez bien les réseaux qui sont à l'œuvre, c'est évidemment les réseaux ultra-conservateurs et les réseaux d'extrême droite. Je suis désolé de vous le dire. Et donc, c'est déstabilisé. C'est la vérité. Après, mais c'est la vérité. Arrêtez avec l'extrême droite. Mais je n'arrêterai jamais. C'est un peu lassant, je m'en fiche. Laissez-le répondre. Non, mais il y a le complotisme, la curiosité, l'indécence sont au cœur de la France. Ça n'est pas que ça. Écoutez, Philippe, travaillez le truc. Regardez, mais il y a beaucoup de gens qui ont remonté. Il y a beaucoup de gens qui ont remonté l'ensemble des réseaux sociaux. Bien sûr que c'est l'extrême droite. Et oui, l'extrême droite, elle existe. Bien sûr, elle n'est pas un espèce de truc. Bien sûr qu'elle existe. Mais l'extrême gauche aussi. Mais existe. alors, on s'en fiche. Je vous parle pas de ça. En l'occurrence, ces choses-là ne viennent pas de l'extrême gauche. Je suis désolé de vous le dire. Non, mais c'est affreux. Non, mais c'est affreux. Ce que Brigitte Macron supporte depuis des mois et des mois, c'est juste, imaginez pour sa famille. Enfin, c'est bon. Maintenant, Françoise, le seul argument qui reste quand même souvent à la gauche, c'est pas de critiquer les uns et les autres sur leur programme, etc. C'est de dire, dernier argument, qui à mon avis est usé comme Attendez, j'ai mis des pièces sur mon pull, vous voyez, qui est usé, c'est-à-dire c'est l'extrême droite. Mais bien sûr. Non mais Françoise,
Je pense que la gauche ne s'en remettra jamais sur le fond si vous continuez à avoir comme seul argument c'est l'extrême droite qui, écoutez, c'est l'extrême droite qui. Eric, arrêtez avec cette espèce de leçon idiote. J'ai salué votre courage quand vous dénonciez les filles et le Hamas, bravo, vous en avez pris plein la figure et ça c'est tout à votre crédit, mais arrêtez d'utiliser cet argument, ça ne prend plus. Ça n'a tellement pas pris, si vous voulez, ça n'a tellement pas pris que l'extrême droite qui devait gagner, vous nous avez farci la tête pendant un mois. Bardella sera Premier ministre. Ça a tellement pas pris et c'est tellement pas une réalité dans ce pays qu'il a été battu à pas de couture. Donc arrêtez. Entre les deux tours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement parce que vous trouvez est-ce que vous pensez véritablement que les Français sont tellement bêtes qu'ils répondraient à des consignes d'appareils de parti s'ils pensaient pas qu'il y avait une réalité de l'extrême droite dans ce pays? Évidemment que les Français se sont révoltés contre cette idée-là. Cessez de faire comme si ça n'existait pas. Mais le Front républicain, c'est une honte. Mais en quoi c'est une honte? La transparence. Mais vous avez qu'à dissoudre le peuple, Éric Bilger. C'est les Français qui l'ont voté. Mais soyez brechtiens jusqu'au bout. De vous arrêter. Soyez brechtiens jusqu'au bout. Dire que le Front Moi aussi, je peux gueuler. C'est dingue. J'adore quand il fait ça. J'adore quand il s'engueule, ça me fait rire. Voilà, mais le problème, c'est que plus vous criez, moins on comprend ce que vous dites. Quoique c'est pas toujours très intéressant. Alors, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Entouré par les maîtres du débat. Pas du monde. Philippe Bilger, Éric Revel, Françoise Degois et vous au 0826 300 300. Et puis il y a toujours quelqu'un autour de la table qui râle. Voilà. Et ben ce soir c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et cette fois-ci, c'est au milieu du village olympique, même si celui-ci n'accueille plus aucun athlète. Absent du micro lors de la cérémonie d'ouverture des JO, j'aurais eu beaucoup à dire, mais comme dit un vieux proverbe, tout vient à point à qui sait attendre. Et aujourd'hui, ce sont les propos de Thomas Joly, le metteur en scène des cérémonies d'ouverture des JO et paralympiques, qui me poussent à réagir avec des mots qui m'ont mis mal à l'aise. Il m'en faut bien plus pour être hors de moi. Comme la cérémonie d'ouverture était politique, le théâtre était partout, la question des genres également. Et à mon humble avis, une cérémonie d'ouverture ne doit pas être politique. Elle doit montrer au monde, toujours à mon avis, la grandeur d'un pays dans son passé, son présent et son avenir. Prenons l'exemple des 10 femmes en or sorties de la scène. Je vais avouer mon ignorance, mais je n'en connaissais pas 4 d'entre elles. Je vais dire lesquelles. Jeanne Barret, Alice Guy, Alice Milia ou Paulette Nardal. Et je pense qu'au moins 3 auraient eu largement leur place parmi ces 10 femmes, comme Jeanne d'Arc, dont Thomas Joly a dit qu'elle était une des plus grandes travesties de notre histoire, Marie Curie, seule femme à avoir remporté 2 prix Nobel, et Geneviève de Gallard, l'ange de Dien Bien Phu, infirmière qui est restée sur le champ de bataille jusqu'à la fin pour soigner nos blessés et qui venait de disparaître. Ah mais j'oubliais, les femmes en or étaient uniquement décoloniales. Pour le genre, 20 minutes de femmes à barbe, ça fait quand même un peu beaucoup, et j'aurais préféré qu'on mette en avant les grands inventeurs français qui ont révolutionné le monde. Cugnot qui crée Alfardier, ancêtre de la voiture, Clément Ader et les pionniers de l'aviation, nos médecins inventeurs de nombreux vaccins et sérums, les inventeurs de la machine à vapeur, du parachute, de la montgolfière, de la photographie ou du cinéma. On a eu à la place Philippe Catherine en bleu et à poil et une version trans de la scène, comme s'il n'y avait rien de grand à montrer dans notre histoire. Alors reconnaissons le mérite de la franchise à Thomas Joly. C'était bien une cérémonie politique mais hémiplégique à tendance woke et qui a de ce fait exclu une partie des Français et qui surtout n'a pas montré, à mon avis, ce qui aurait dû être montré. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Philippe. Il y a d'autres choses qui m'ont choqué. Je trouve que ça n'était pas de l'universel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une cérémonie d'ouverture à partir de la politique ou d'une idéologie qui n'est pas du tout méprisable en tant que telle, on manque sa cible. Non, je pense que, évidemment, vous manquez pour moi complètement votre cible. Cette cérémonie, elle a même été saluée par les plus réacs possibles, y compris à l'étranger. Tellement elle était... La télé marocaine a coupé la diffusion. Non, ils ont coupé juste la diffusion. Écoutez, il y a 2 pays du monde. Il y a 2 pays du monde arabe
barbe. Alors si ça devient vos modèles... Les États-Unis ont coupé. Excusez-moi de vous le dire. Excusez-moi, il y a 1 milliard de téléspectateurs. Soyez sympathiques, arrêtez ce cinéma. Ça a été salué dans le monde entier. Il y a 1,5 milliard de téléspectateurs. On a envoyé les valeurs de la France, les valeurs sublimes. Je comprends pas. Les valeurs d'ouverture, les valeurs d'universalisme. Vous faites comme si ça se réduisait. D'abord, ça n'a pas été 20 minutes de femmes à barbe. Ça a duré 4 minutes le dance floor. Avec les femmes à barbe. Il y avait une femme à barbe. Et il y avait une travestie. Qu'est-ce que vous racontez? C'est complètement dingue d'être aussi dérisoire. Nous avons tout montré de Paris. Nous avons tout montré de la grandeur. Est-ce qu'on n'aurait pas pu montrer nos grands inventeurs plutôt? Mais on peut tout montrer dans une cérémonie. Mais est-ce qu'on n'a pas montré la grandeur, par exemple, du savoir-faire français? Est-ce qu'on n'a pas montré la grandeur du chant lyrique français? Est-ce qu'on n'a pas la grandeur de l'Institut? Vous vous rendez compte, Aya Nakamura qui sort de l'Institut de France? Franchement, sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, Philippe David. Ah bah si, je suis tout à fait sérieux. Eh ben, c'est dramatique que vous le soyez. C'est dramatique d'être aussi... Désolé. Non, mais j'ai le droit. Excusez-moi, j'ai le droit de préférer Clément Ader aux femmes à barbe. Mais vous pouvez, mais il n'y avait pas que ça. Quand vous avez Simone Veil qui sort de l'eau, c'est magnifique. Quand vous avez Olympe de Gouges. Excusez-moi, mais Jeanne d'Arc, elle n'aurait pas eu sa place. Mais Jeanne d'Arc, bien sûr qu'elle aurait eu sa place. Geneviève de Galard. D'accord, mais écoutez, à un moment donné, vous faites des choix. Et Simone Veil, elle n'a pas sa place. Et Olympe de Gouges, elle n'a pas sa place. Arrêtez de hurler. Mais je réponds c'est un édito venimeux. Donc je réponds au caractère venimeux de c'est totalement venimeux. On va laisser répondre. Françoise. Vous ne faites que ressasser. Il n'est pas d'accord avec vous. Ça ne fait pas de lui en tort et en raison. Excusez-moi, il y a le camp du bien et le camp du mal. Je peux en caser une. Il y a le camp du bien et le camp du mal et je suis dans le camp du mal. Non, mais j'ai pas du tout dit ça. Excusez-moi, je voulais juste dire quelque chose. Ça n'est pas parce que certains pays n'ont pas coupé le faisceau. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Et voilà, ils ont le droit de excusez-moi. Mais il y a des gens, alors excusez-moi, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. On a le droit de ne absolument pas aimer, mais on n'a pas le droit de faire un condensé de toutes les conneries qui ont été racontées et d'en faire un édito. Voilà. Et je ne supporte pas qu'on me qualifie de venimeux. Parce que ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est le camp du bien, le camp du mal. C'est comme dire que des gens sont des pestiférés. C'est scandaleux. Moi, je pense que vous êtes venimeux sur cet édito. C'est la première fois que je vous le dis, mais je trouve ça venimeux. Voilà. On aurait pu rajouter Marie-Antoinette avec sa tête ensanglantée sous le bras. Vous voyez, parmi ce qui reste de nobles dans ce pays, je pense les gens qui ont des particules, imaginez comment ils ont reçu cette image. Imaginez comment ils ont reçu cette image. Moi, je vais vous dire, globalement, à part ce que vous avez souligné qui m'a, choqué, globalement, j'ai trouvé que c'était assez réussi. Il pleuvait, c'était réussi. Maintenant, quand Thomas Joly se permet de dire que Jeanne d'Arc est le plus grand travelot de l'histoire. Mais les féministes auraient dû monter au créneau en disant mais parce qu'une femme n'aurait pas été capable avec une armure de délivrer Orléans du joug anglais. C'est ça que ça veut dire. Il dit Jeanne d'Arc est forcément un homme puisque une femme ne serait pas capable de croiser le fer. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Eh bien, ma chère Françoise, vous qui êtes une progressiste, vous devriez condamner ces propos. Pardonnez-moi, et c'est pas du tout, c'est pas ce qu'il a dit, c'est sur le ton de la plaisanterie, il a dit c'est la preuve, c'est une femme qui s'est aimée. Alors pourquoi est-ce que vous, c'est complètement dingue. Pourquoi vous hurlez tout ça? Non mais moi je hurle pas, mais je hurle pas, je dis juste que. Non mais il a le droit de parler. Oui, d'accord, il a le droit de parler, donc il me répond, il m'a interpellé, donc je lui réponds. Est-ce que c'est logique ou pas? Dites-moi juste. Attendez, mais qui termine, vous avez parlé 3 fois plus que lui. D'accord, alors parlez. Il m'a interpellé, il m'a demandé, vous pensez pas Françoise? Donc je vous dis juste que c'est sur le ton complètement décalé de Thomas Joly. Attendez, appelez-nous 0800 300. Dites-nous ce que vous en pensez. Non, mais il faut quand même admettre qu'il n'y a pas que les minorités qu'on nous montre qui ont le droit de citer. Mais il n'y avait pas que les minorités. Mais attendez, je vais vous dire, la scène de la scène. Alors Thomas Joly dit non, pas du tout, c'était pas la scène. Mais vous avez des gens qui ont participé à ce tableau qui disent oui, on nous avait demandé de faire la scène. Même France Télévisions l'a tweeté. Vous pouvez admettre quand même, Françoise, que certains catholiques pratiquants dans ce vieux pays judéo-chrétien aient pu être choqués par cette scène. Parce que si on peut être choqué par une femme à barbe, on doit reconnaître à d'autres minorités le droit d'être choqué. Je reconnais tout cela, bien sûr. Voilà. Excusez-moi, quand vous avez le tableau général, je pense pas qu'il manque grand-chose au génie français quand vous avez le tableau général et qui se termine par un cheval construit dans des conditions dingues qui vole sur l'eau. Écoutez,
on n'est pas obligé d'être. On n'est pas sur le même sujet, mais François. Moi, j'ai bien aimé le cheval. Excusez-moi, Philippe parle des symboles. Mais moi, je vous parle des tableaux. Alors, les symboles, vous avez l'artisanat, vous avez l'art lyrique, vous avez la danse, vous avez tout ce qui fait le génie français, vous avez la littérature même, vous avez même la littérature. Donc, arrêtez. Je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, mais on n'a pas le droit d'être insultant. Moi, je comprends qu'on puisse être se sentir insulté, mais arrêtez avec le wokisme à toutes les sauces. 826 300 avec. C'est bien quand ça s'arrête. Bon anniversaire, Cécile. Bon anniversaire. Louise. Bonsoir, Louise. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle de l'Aveyron. Écoutez, là, je suis en voiture. Je me suis arrêtée. J'ai écouté tout cet entretien et vraiment, je déplore les hurlements de Madame de Gois. Oui, voilà, oui, bien sûr, mais ça, je sais bien. Elle est habitée, c'est pour ça. Oui. Oui, je sais, mais en tant qu'auditrice, je vous assure que c'est absolument inaudible. Et je renouvelle mon soutien total à Philippe David. Ben voilà, donc j'en étais sûr. Si vous pouvez absolument me donner un auditeur qui sera d'accord avec moi, non, c'est pas à vous que je parle, Louise, mais vous avez absolument le droit. Je sais très bien que je suis en minorité. C'est du spontané. Non, je suis en minorité. Je suis en minorité sur ce plateau, mais le pays. François, Louise, allez-y, Louise. Allez-y. Je pensais que vous étiez plus en antenne, pardon. Il n'est pas question de minorité, il est question de débattre calmement. Oui. Louise, alors, Louise, vous en pensez quoi, Louise? Est-ce que vous avez regardé, vous, j'imagine, cette cérémonie, les deux? Oui. C'est quoi votre avis, avec un petit peu de recul? J'ai été choquée par la scène, naturellement. J'ai été choquée par Marie-Antoinette. Vraiment choquée. Très bien. Mais tout le reste vous a paru... C'était magnifique. D'accord. Moi, il y a d'autres choses que j'ai trouvées magnifiques. C'est l'Indion, le cheval, etc. Mais il y a quand même des choses j'ai trouvé qu'il y a eu des absences. Voilà. Je pense que j'entends tout ce que vous dites. Je vous dis juste que... très beau aussi. Oui, j'entends tout ce que vous dites. Quand vous avez 80% des Français qui disent que c'est sublime, mais je veux bien, vous savez, on est... Mais Françoise, pardon, mais vous n'avez pas à hurler de cette façon dans son Mais parce qu'elle est... Je fais ce que... Dites donc, vous, quand vous faites des débats, regardez comment vous parlez, Louise. Louise, autour de vous, c'est quoi des générations différentes? C'est dans la même mouvance que vous? Mon fils, qui est bien sûr, oui, on a tous ressenti la même chose. C'était magnifique, mais vraiment, cette tête sanguinolente de Marc-Antoinette, c'était absolument insupportable. Alors il y a des petits symboles que certains n'ont pas aimés, d'autres qui ont aimé autre chose. Voilà, mais en tout cas, ça nous a laissé de bons souvenirs. Ces Jeux Olympiques ont été une réussite totale. Voilà. Pas de la cérémonie. Voilà. Ont été une réussite totale. On est tous d'accord, Louise. Bravo. Merci de nous avoir appelé, Louise. Vous restez avec nous. Merci, Louise. Merci beaucoup pour votre appel. 0826 300. Vous avez le droit de râler. Hein, si moi je dis une bêtise, vous avez le droit de m'engueuler. Mais vous n'en dites jamais. Philippe de... Non, mais j'en dis. Sauf qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc personne ne me le dit en me disant qu'est-ce qu'elle est intelligente. C'est la reine. Mais la vraie vie va revenir demain, vous inquiétez pas. 0826 300, le tour de table de l'actu des vraies voix, monsieur Philippe Bilger. Le nombre de Français obèses ou en surpoids a augmenté depuis 20 ans. Regardez pas Philippe. Macha Amini, 2 ans. Voilà. Qu'est-ce qui a changé en Iran? Il y a des choses qui ont changé en Iran. Et Éric Revel? Thierry Breton démissionné, et non pas démissionnaire, démissionné de la Commission européenne de Bruxelles par le bon vouloir de la toute-puissante Madame von der Leyen. Allez, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de vous accompagner tous les jours, même si ça râle un petit peu, mais bon, c'est les vraies voix. Voilà, c'est comme ça. Allez, on vous embrasse. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous avons retrouvé un petit peu de sérénité, de calme. Voilà, c'est ça. On embrasse Louise dans sa voiture qui a bien embrassé Louise dans l'Aveyron. Louise dans l'Aveyron. Ma petite Louise. Merci Louise. Louise. Comme prénom. J'adore ce prénom. J'aime beaucoup. C'est très élégant. C'est pas Louise. Patrick Roger qui nous contredira. Absolument. Des secrets de famille. On en connaît des trucs sur Patrick Roger. Oui. Et d'ailleurs, on ne dira rien. On ne dira rien. Voilà. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Dans un instant, on parle de quoi avec vous, Félix? Très vite. On va parler de la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. En attendant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Salut Cécile, c'est Johnny. Pour te souhaiter un joyeux anniversaire et te dire que vous êtes formidables tous les deux avec Philippe Bouvard dans l'émission Les Vraies Voix que j'écoute tous les soirs. J'aime beaucoup, je sais à qui l'a dit. Et je t'embrasse. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Bon, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là.
Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. Le tour de table. De l'actualité. Et à que Philippe Bilger voulait parler sur l'obésité, mais je ne me sens pas du tout visé. Ça ne vous concerne pas du tout, mon cher Philippe. Non, mais on constate que depuis 20 ans, le nombre de Français en état obèse ou en surpoids augmente. Il y a un élément d'espoir, c'est que chez les hommes, ça décroît un tout petit peu. La surcharge pondérale s'atténue, alors qu'en revanche, elle augmente chez les femmes. Et c'est un élément qui est à prendre en compte. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a le surpoids et l'obésité, mais on glisse vite de l'un à l'autre. C'est l'obésité morbide, c'est quand on fait 50 ou 60 kilos, mais c'est, effectivement, mais moi, on se rend compte, oui, bien sûr, il faut faire gaffe à ce qu'on mange. Quand on fait 50 ou 60 kilos, c'est quand on a de trop. Bien sûr. Mais on a tendance à dire, j'ai pris du poids, je suis en surpoids, mais en réalité, médicalement, on est déjà en termes d'obésité. L'obésité morbide, c'est autre chose, mais c'est vrai qu'il faut faire extrêmement. Moi, je bouffe comme très mal, en fait, de plus en plus mal, comme tout le monde, en fait. Éric Revet. Pas moi. Ah bah, vous êtes un moi, je fais du sport, je me maintiens, quoi, non? Oui. Ah oui, c'est clair. Quel beau gosse. Moi, je voulais vous parler de Thierry Breton. Oui. Ah bah, allez-y. Alors, commissaire européen qui a envoyé ce matin une lettre de démission, une lettre pleine de rancune et de ressentiment, puisqu'on apprend que Madame von der Leyen, la présidente renouvelée de la Commission européenne, ne voulait plus de Thierry Breton comme commissaire européen représentant la France. Ce qui est quand même un énorme sujet qui montre, à mon avis, quand même la perte d'influence politique d'Emmanuel Macron. Parce que quand votre commissaire sortant, alors ok, il a été chatouillé Elon Musk, ok, je pense qu'il avait dans sa cible l'idée de devenir président de la Commission européenne, et bon, Madame von der Leyen n'a sans doute pas supporté, mais qu'une présidente non élue par les citoyens se permette de renvoyer dans ses buts un commissaire européen sortant, désigné à l'époque par le président de la République, c'est un vrai sujet. À sa place, c'est Monsieur Séjourné qui va arriver. Oui. Alors, Monsieur Séjourné, petit ministre, là, je dis petit par le temps qu'il a occupé le poste au Quai d'Orsay. Alors, il a été député européen et le voici propulsé à la place de Monsieur Breton comme commissaire européen. Ça pose quand même un sujet, même si c'est de la décision du président de la République. Je pense que vu ce qui s'est passé aux élections, il me semble que les groupes auraient pu être consultés. Quelle politique va défendre Monsieur Séjourné? Même en matière d'expérience, non? Est-ce qu'il est il a été député européen, il était éphémère ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Bon, mais l'autre sujet quand même, on se fout de la gueule des électeurs. Monsieur Séjourné s'est présenté dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, à Boulogne, où il a été élu député au mois de juillet dernier. Oui. Et le voici qui taille la route en faisant un bras d'honneur aux électeurs qui lui ont fait confiance. Moi, je trouve ça, ce ne sont pas des méthodes, et la toute-puissance de Madame von der Leyen me pose de plus en plus de problèmes. Et il paraît que Séjourné voulait rester ministre dans le gouvernement, et est-ce que ça règle pas un peu le problème en l'envoyant là-bas? Mais c'est vrai que c'est inimaginable que von der Leyen se soit permis de virer. C'est très clair dans la lettre que Thierry Breton lui a envoyée. Ce qui est inimaginable, moi je rejoins ce que dit Éric, ce qui est inimaginable, c'est ce gouvernement battu avec Séjourné qui est nommé sans consulter les groupes, ils sont minoritaires, avec des ministres qui sont encore députés, et avec probablement des ministres qui ont été battus de la majorité sortante battue, qui vont être reconduits comme ministres. Je pense à Rachida Dati ou Sébastien Lecornu. C'est dingue. Si Marine Le Pen était à l'Élysée ou Jean-Luc Mélenchon était à l'Élysée et faisait ça, tout le monde serait vent debout sur tous les plateaux en hurlant à la Révolution. Et là, ça passe crème. C'est lamentable. Un sujet important, Françoise. 2 ans après la mort de Saga Amini. 2 ans après, Macha Amini, 16 septembre 2022. On en parle beaucoup parce que c'est vraiment, on est très attachés dans les vraies voix, battue à mort par les gardiens de la Révolution parce qu'elle portait pas assez bien son voile. Elle déclenche un mouvement, Femme, Vie, Liberté, qui sera réprimé dans le sang, on le sait très bien. 2 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui reste de ce mouvement? Alors c'est vrai que la répression s'est endurcie. Je lisais les papiers là qui sortent partout dans le monde avant la date anniversaire de la mort de Macha Amini, mais il y a des papiers très intéressants, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui expliquent qu'en réalité, même si on a l'impression que le mouvement a complètement été éradiqué, en réalité, il y a une conscientisation qui s'est faite dans la société iranienne, une prise de conscience sur la discrimination envers les femmes. Beaucoup d'observateurs notent que finalement, il y a de plus en plus de protestations et qu'il y a toute une génération qui est née et qui ne
croit plus du tout aux élections en mode république islamique. Donc, il y a une conscientisation. Macha Amini n'est pas morte pour rien, et c'est ce que j'ai envie de penser. Mais en tout cas, ça c'est beau, c'est baroé, c'est leur chanson. C'était très intéressant de voir, alors qu'on peut avoir l'impression en France que le mouvement malheureusement s'étiole, il y a des propos d'Iraniens qui sont rassurants, qui disent qu'en réalité ça continue, comme l'a très bien dit François. Ça travaille, le fond de la société Éric travaille. Revel, l'Iran. Oui, non, mais c'est un sujet. C'est un sujet toujours d'actualité. Bon, voilà, j'aurais aimé aussi qu'une partie de l'extrême gauche française, et notamment nos féministes au petit pied, se mobilisent aussi pour les femmes juives qui ont été violées, assassinées, séquestrées par les terroristes du Hamas. Je suis d'accord avec vous, je ne peux pas dire le contraire, évidemment. Merci beaucoup Françoise. Félix Mathieu, on saura demain matin si la procédure de destitution d'Emmanuel Macron est jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est le tout premier filtre de cette procédure lancée par la France Insoumise. LFI qui reproche au chef de l'État d'avoir manqué à ses devoirs en maintenant plusieurs semaines un gouvernement démissionnaire aux manettes et puis en refusant de nommer une première ministre issue du nouveau Front Populaire, coalition arrivée en tête. Eh bien, le bureau de l'Assemblée va donc examiner demain matin 9h30 cette proposition de destitution du chef de l'État. Alors, s'il la jugeait recevable, ça serait qu'une toute première étape. La procédure serait encore très longue. Commission des lois de l'Assemblée, vote à la majorité qualifiée de l'Assemblée, puis du Sénat, passage devant une haute cour composée de parlementaires des deux assemblées. Mais donc, avant tout ça, le bureau de l'Assemblée vote demain sur la recevabilité. Donc, la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, vient de mettre la pression sur ce bureau. Nous demandons donc aux membres du bureau, non pas de se prononcer pour ou contre la destitution du président, mais de laisser la représentation du peuple reprendre ses droits. Je dis donc solennellement à l'ensemble des parlementaires membres du bureau que voter contre, c'est empêcher le débat et priver ainsi la représentation nationale, mais aussi le peuple tout entier, d'un débat qui est sain dans une démocratie. Je le dis solennellement, voter contre, c'est affaiblir le Parlement. Un coup de pression d'LFI, notamment à destination des députés PS, membres du bureau de l'Assemblée. Pression sur les socialistes, car les partis membres du nouveau Front Populaire sont majoritaires dans ce bureau, comme l'a souligné Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'Humanité ce week-end. Or, il estime avoir la certitude d'un vote favorable des communistes, des écologistes, mais pas des 3 députés socialistes, 3 députés PS qui tiennent donc entre leurs mains la suite de la procédure, d'où ces mots forts des Insoumis à l'approche de ce premier vote. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, bon, restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est la deuxième tentative d'assassinat en moins de 2 mois à laquelle échappe Donald Trump, de quoi rester au centre des attentions face à Kamala Harris pendant ces élections américaines. Alors parlons vrai, craignez-vous d'autres tentatives d'assassinat contre Donald Trump? Y a-t-il une haine anti-Trump portée à son paroxysme outre-Atlantique? Et à cette question, la seconde tentative d'assassinat contre Trump peut-elle faire basculer la campagne en sa faveur? Vous dites oui à 68%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Pierre Ourcade sera avec nous, avocat international au barreau de Paris, New York, de Californie. Merci d'être avec nous, de votre fidélité. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Hi, it's Donald Trump. Happy birthday to Cecile. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, c'est un plaisir de vous accueillir dès ce lundi jusqu'à vendredi, tous les jours de 17h à 19h. La porte vous est ouverte, il y a le gling-gling, vous poussez la porte et qui est derrière la porte? C'est Philippe David qui est là, avec son petit joli mille noix. Il va vous donner une petite couverture comme ça, il va vous donner à manger, il est chou. Bref, je dis n'importe quoi, mais j'aime bien. C'est mon anniversaire, je dis ce que je veux. Voilà, comme ça, moi, c'est clair. Tout de suite, et encore, j'ai pas abusé. J'aurais pu y aller franchement, mais il me reste combien de temps? Un quart d'heure. Ça va peut-être arriver. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Hi, it's Donald Trump. Happy birthday to Cecile. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Tir entendu aux abords d'un golf en Floride, celui où se trouvait Donald Trump, l'ancien président candidat à la présidentielle, vient d'échapper à une deuxième tentative d'assassinat. Il a aperçu son arme qui dépassait la barrière, dit-il, et il a tout de suite tiré. Très vite, Donald Trump a réagi.
Il y a eu des coups de feu autour de moi, écrit-il. Mais avant que les rumeurs ne commencent à circuler, je voulais vous dire ceci. Je suis sain et sauf, rien ne me ralentira, je ne me rendrai jamais. La vice-présidente a également réagi sur le réseau X. J'ai été informée des coups de feu tirés à proximité de l'ancien président en Floride. Je suis heureuse qu'ils soient en sécurité, écrit-elle. La violence n'a pas sa place en Amérique. Une autre tentative d'assassinat qui reflète un climat toxique, 50 jours avant les élections présidentielles. Et donc une nouvelle tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump. Le FBI donc a ouvert une enquête après l'arrestation d'un homme hier. Le suspect muni d'un fusil d'assaut se trouvait près d'un golf où jouait l'ancien président. Il a pu être arrêté avant de passer à l'acte. Le camp des démocrates dénonce la violence politique. Alors parlons vrai. Est-ce que sa baraka va lui donner une image d'invincibilité? Est-ce que Kamala Harris devrait appeler au calme? Et à cette question, la seconde tentative d'assassinat contre Trump peut-elle faire basculer la campagne en sa faveur? Vous dites oui à 69%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Pierre Ourcard est avec nous, avocat international au barreau de Paris, New York et Californie. Maître, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Pour répondre à la question de Sud Radio, je ne suis pas persuadé que cette tentative d'assassinat change radicalement la donne présidentielle, dont on ne connaît évidemment pas l'issue. Je ne sais pas quel est aujourd'hui le favori. Mais ça faisait un certain temps qu'on avait prévenu Donald Trump que ses parcours de golf permettaient peut-être des menaces trop faciles à mettre en œuvre. Et mon interrogation est la suivante. Je ne parviens pas à démêler s'il y a dans ces tentatives renouvelées d'assassinat contre Donald Trump quelque chose qui relève de l'affrontement véritablement politique, ou si c'est tout ce qui entoure Donald Trump dans cette atmosphère de violence, de frénésie, d'outrance et d'excès qui fait que en quelque sorte, l'environnement lui-même est frappé par la contagion. François Zewa. Je n'arrive pas à mesurer. Ce que je vois, c'est que la progression de Kamala Harris, elle est spectaculaire. J'ai vu les dernières cartes, en tout cas sur les intentions de vote, où effectivement, on sent bien qu'elle reprend le retard et qu'elle passe devant Donald Trump. Je ne sais pas si cette, si cette tentative d'assassinat peut changer quelque chose. Mon sentiment, c'est qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, que de toute façon, ce sera extrêmement serré entre les deux. Je m'interroge aussi, comme Philippe Bilger, sur la capacité à aimanter ce type mais la tradition politique, elle est violente aux États-Unis. On oublie quand même l'assassinat d'Abraham Lincoln, on oublie quand même la tentative sur Ronald Reagan, on oublie absolument, bien sûr. Donc je ne pense pas que ce soit nouveau, le climat de violence politique. C'est aussi ça, les grandes démocraties. La France n'y échappe pas non plus. Éric Revel. Oui, bon, ça va être serré. Il ne faut pas que Françoise prenne sa tendance à vouloir que Kamala Harris soit élue pour non, je regardais les cartes. En réalité, dans les sweepstakes, les fameux États qui vont faire la décision, il y en a 3-4 aux États-Unis, c'est extrêmement serré, voire même, en fait, Donald Trump qui a joué à peu de choses. Donc, en fait, rien n'est joué. Maintenant, le climat de violence politique aux États-Unis, effectivement, c'est pas d'hier. Est-ce que ça peut servir Donald Trump? Sans doute. Ce qui est quand même très inquiétant, c'est que, en fait, ces gens arrivent à approcher relativement près l'ancien président des États-Unis. C'était vrai pour le sniper, c'est vrai pour le type là dans son golf. Joe Biden qui a dit qu'il fallait renforcer le secret service. Mettre à cette question, la seconde tentative peut-elle faire basculer justement cette élection en sa faveur? C'est difficile à dire. Il y a eu une première tentative d'assassinat qui avait en effet un petit peu changer les sondages. Pour en revenir aux sondages, de toute façon, chaque élection américaine, comme vous l'avez dit, se joue sur 6-7 États pivots. Les États comme la Californie voteront Kamala Harris, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a en effet un climat de violence qui n'est pas dû à Donald Trump ou d'ailleurs à Kamala. La campagne est très tendue, les enjeux sont importants. Mais il y a aussi une faillite des services de renseignement, des services. Bon, le premier assassinat, c'était quand même un type sur un toit que personne n'avait vu à part les gens qui avaient leur smartphone. Le golf n'a pas le droit de jouer sur son golf.
apparemment, pareil, les Secret Services et le FBI, puisque le Secret Services, c'est à peu près 7000 agents aux États-Unis, et le FBI, c'est la police fédérale, c'est 40 000. Mais en l'occurrence, les Secret Services, il y a une faillite de ce côté-là. S'ils ne sont pas capables de le protéger, comme ils ne l'ont pas fait le 13 juillet, il y a un problème. Est-ce que justement, mais Pierre, justement, ça m'intéresse parce que je lisais les journaux américains, mais je vois pas les débats télé. Est-ce que c'est ça le vrai débat aujourd'hui aux États-Unis? Je suis d'accord avec ce que dit Éric Revel. Comment c'est possible d'approcher aussi près le président des États-Unis? Est-ce que finalement c'est ça qui focalise, si vous voulez, aujourd'hui la polémique après cette deuxième tentative sur la faillite véritablement de ces services? Ça fait partie du débat, mais le débat, comme d'habitude, il porte surtout sur le pouvoir d'achat, l'inflation et les considérations économiques. Donald Trump a fait une 50aine d'apparitions, de conférences de presse, d'apparitions dans les médias, pendant que Kamala Harris n'en a fait qu'une ou deux. Donc, il est beaucoup plus exposé et il a eu l'occasion de rentrer beaucoup plus dans les détails de son programme. Kamala Harris, qui fait une campagne qui n'est pas mauvaise, reste relativement vague. La violence, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, Gerald Ford avait fait l'objet de 2 tentatives. C'est une longue histoire, bien sûr. Et puis Martin Luther King, et puis les activistes. Martin Luther King, John Kennedy, puis son frère Robert Kennedy. Tout ça, c'est lié à l'histoire de l'Amérique. Je crois qu'on a complètement. Alors moi, je suis pas ni partisan de l'un ni de l'autre, mais on diabolise complètement Donald Trump. D'abord dans les médias américains à 95%. Moi, je regarde CNN, mais heureusement aussi, je regarde Fox News. Et dans les médias français, quand on parle de Donald Trump, c'est forcément pour le critiquer, alors qu'on oublie une chose, il a été président pendant 4 ans, ça n'a pas été un dictateur, c'est quelqu'un qui a rétabli l'économie américaine. Je me souviens le Noël j'étais intervenu sur un plateau, il y a 3% de chômage, ça veut dire le plein emploi. Et voilà, donc ce dont je m'aperçois, c'est que la couverture de Donald Trump est forcément négative. Je vous en prie. Maître, autrement dit, vous ne croyez pas qu'il y a une certaine intensité de la menace et de la violence autour de Donald Trump parce que c'est lui, au fond. C'est une continuation d'une histoire américaine qui a toujours connu cette intensité de violence. Si vous voulez, Donald Trump est le premier président qui... la presse aux États-Unis, le Washington Post, le New York Times, ont fait des faits des présidents. Trump, la nouveauté de Trump, c'est que il a complètement changé la donne, puisque vous connaissez son fake news, et il a remis en cause le sérieux, la validité des propos tenus par les différentes chaînes, que ce soit CNN qui est devenue en 20 ans une chaîne relativement neutre, à une chaîne qui est véritablement de gauche, dans l'acception française du terme. Trump, c'est une bête de scène, on l'aime ou on l'aime pas. C'est un battleur, c'est quelqu'un qui sait tenir une foule. Il n'est pas particulièrement violent, mais il déchaîne les passions. Excusez-moi, qui a été surnommé il y a 8 ans Clinton News Network. Oui, bien sûr. Elle soutenait ouvertement Hillary Clinton. Non, mais la réalité, bien sûr, plus que d'ailleurs devant Barack Obama, elle soutenait Hillary Clinton plus que Barack Obama, mais la réalité, c'est que le clivage est pareil. Fox News, ça serait CNews ici en France. Enfin bon, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a pas une particularité de Trump au-delà de ce que vous dites sur le Capitole? En réalité, c'est cet épisode-là, en réalité, qui revient en permanence dans les débats, parce qu'il y a une forme de tentative de putsch, et ça, c'est quelque chose qui était tout à fait nouveau aux États-Unis. Alors, absolument pas. Je vais revenir sur le 6 janvier dont on parle beaucoup. Ouais. Ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est que l'Amérique, le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Il y a des meetings qui ont été appelés. Il y a eu une foule incontrôlable. Donald Trump est rapidement intervenu. Non, mais je ne vous parle pas du déroulé. Je vous dis, est-ce que ça, c'est encore dans le débat? Et ça n'était pas une insurrection. Non, enfin, moi, vous pensez pas ça, moi, oui, mais est-ce que c'est encore dans le débat ou pas? C'est juste une question que je vous pose. J'arrive pas à mesurer. Voilà, c'est ça. Assez peu. Ça revient, on l'a vu dans le débat avec Kamala Harris, elle a parlé de nouveau.
Mais je pense que ça a été largement monté en épingle par les médias américains et puis par les médias français. Mais est-ce que ça veut dire que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, est-ce que ça veut dire qu'ils vont hésiter aujourd'hui à se mettre à des tribunes? Est-ce que ça va changer le cours finalement de l'organisation des meetings et des prises de parole? Concernant Donald Trump, je ne pense pas. Les meetings qui ont suivi le premier tentative d'assassinat, il était protégé par une vitre par balle. C'est fou. Mais je pense pas que. On en pense qu'on veut. Donald Trump est un sacré personnage et je pense pas qu'il ait véritablement peur. Il peut y avoir des conséquences psychologiques sur un homme de 78 ans qui a quelques centimètres près a failli prendre une balle dans la tête. Mais vous savez, il l'appelle Teflon Don, c'est-à-dire Donald en téflon, qui résiste à tout. Et qui revient de tout. Mais une fois de plus, je prends pas parti, j'essaie d'avoir un peu quand même. J'adore, je prends pas parti. Je ne vote pas aux États-Unis. Moi, je vais prendre parti, moi. Eric, je ne vote pas aux États-Unis. Mais heureusement, je regarde CNN et heureusement, je regarde. Vous aviez raison, Maître, de souligner le parti pris des médias américains. On a la même chose en France et quand vous écoutez les médias français, il n'y a aucun problème. Madame Clinton va être élue présidente des États-Unis. Personne ne fait ça. Mais là où vous avez raison, c'est que les médias américains peuvent faire et défaire assez facilement une candidature, un profil, une image. Et alors moi, ce qui me frappe, c'est que le New York Times, qui est tellement donneur de leçons, n'a absolument fait aucune enquête quand ils ont vu l'État se délabrer de Joe Biden. Le New York Times n'a pas dit à un seul moment, mais est-ce que Biden est capable de continuer à gouverner? Non. C'est le premier à l'avoir fait. Et attendez, et cette enquête, Françoise, je pense que les médias dits progressistes et de gauche se seraient honorés à faire ce travail de fond et à dire, il y a des mois et des mois que Biden n'était plus capable de gouverner. Est-ce que c'est votre avis, Maître? Oui, ce qui s'est passé avec Biden, c'est relativement simple, non, puisque Donald Trump appelle un coup. Il a été poussé, et quand je dis poussé, c'est un euphémisme, vers la sortie par les Clinton, Obama. Et il était devenu un poids. Et donc il a été poussé vers la sortie. Il est fou de rage contre Kamala Harris. Il est fou de rage contre les Clinton. C'est un homme respectable, mais qui déclinait et qui, comme c'est souvent le cas, qui n'a pas voulu voir son dégât. Le problème, c'est que cet homme qui est en véritable déclin intellectuel est toujours président des États-Unis. Et Donald Trump a eu beau jeu de le dire pendant le débat. Où est Joe Biden? Est-ce qu'il est à la place? Est-ce que, puisqu'ils ont acté le fait qu'il n'était pas en état de se représenter, comment se fait-il qu'il soit toujours président des États-Unis jusqu'au mois de janvier? Il y aura un président élect le 5 novembre, mais il est toujours aux commandes. Alors, s'il n'a pas plus de capacités intellectuelles, comment se fait-il qu'il soit encore président? Est-ce qu'il ne devrait pas, à ce moment-là, démissionner? Ou laisser Kamala, la vice-présidente, prendre les rênes. Merci beaucoup, Pierre Ourcade, avocat international au barreau de Paris, à New York et en Californie. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Françoise de Gois. Merci beaucoup. Bon anniversaire, merci. Je ne sais pas si on vous l'a souhaité ou pas. Non, c'est la première fois. Écoutez, merci, Eric. Heureusement que vous en avez parlé. C'est fou. Il n'y aurait pas, je ne sais pas, le général de Gaulle en IA pour souhaiter bon anniversaire. Louis XIV, Napoléon Bonaparte, pour être vraiment dans l'hyperbole. Non. Vous voulez Philippe David en ersatz? J'attends vos cadeaux autour de la table. Moi, c'est déjà fait. C'était pas. Ah oui, bon, c'est pas non plus un cadeau. J'adore. Méchante. Non, merci en tout cas. Merci pour tous vos témoignages d'affection. Ça me touche énormément. Merci Philippe Bilger et merci Françoise et merci Eric. On se retrouve demain avec Philippe David. Dans un instant, on va parler, en tout cas Philippe et Aurélie Gros et Stéphane Pellet vont parler citoyenneté. Citoyenneté avec deux invités, notamment la créatrice de Sympholia, une sculpture monumentale exposée à la Cité de la Musique. Et on aura également quelque chose d'extraordinaire, une tablette, c'est Arthur Chazelle qui l'a mise au point, une tablette qui permet aux aveugles et malvoyants, dans les stades, en audio description et en toucher de la tablette, de suivre un match de foot, de rugby, de basket, et de faire le handball, le tennis, le football américain et le hockey. Bravo. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. On se retrouve avec Philippe David demain à 17h. Merci à cette équipe formidable. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.